on négociait. À un moment, on a dit time out, on fait une pause. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à l'entrepreneur en face, on va dîner ensemble. On se prend le temps pendant une soirée de discuter. À la fin de ça, on décide de faire ou pas faire. Mais parce qu'on va travailler ensemble, ça ne sert à rien de se forcer à travailler ensemble si ça ne marche pas. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, on rencontre Christian Waldvogel, Managing Partner de Renaissance. Renaissance, c'est une histoire très suisse, qui commence bien avant que le private equity devienne un mot à la mode. Une structure née de la volonté de redynamiser le tissu économique local en mobilisant l'argent des caisses de pension pour l'investir là où bat le cœur de l'économie helvétique, les PME. Des entreprises souvent discrètes, parfois centenaires, qui pèsent lourd dans le PIB, l'emploi et la résilience du pays. Avec Christian, on parle d'un modèle à contre-courant. Des investissements de long terme, des participations majoritaires mais patientes, un fonds evergreen qui ne vit pas au rythme des sorties forcées et une obsession assumée pour la transmission, la succession et la pérennité plutôt que la spéculation. Ici, on ne retourne pas des sociétés, on reprend le flambeau. Mais derrière ce tableau très vertueux, il y a aussi des tensions, des successions qui n'arrivent plus, des fondateurs qui ont du mal à lâcher prise, des PME prises en étau entre Francfort, incertitudes géopolitiques et tarifs douaniers. Et une question de fond, jamais trop loin, ce modèle peut-il vraiment s'étendre ou repose-t-il sur une alchimie rare, difficile à répliquer? Si vous appréciez de découvrir des profils et des sociétés qui ont décidé de raconter la finance autrement, prenez 2 secondes pour mettre un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Bon, alors, Christian, il raconte quoi? Franchement, Christian, Renaissance existe depuis 1997. Donc, vous faites du private equity bien avant que ce soit devenu cool de faire du private equity. Vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé, toute cette histoire? Ça a commencé par la chambre de commerce du canton de Vaud, d'où le nom aussi Renaissance, à un moment en 97 où il y avait une certaine crise au niveau des PME. Et l'objectif de la caisse de pension, c'était la chambre de commerce, c'était de redynamiser un peu le tissu économique local. Et donc, ils ont lancé le projet de Renaissance, qui était justement utiliser de l'argent de caisses de pension avec un objectif de profitabilité, mais également de les réinvestir dans le tissu économique local des PME pour redynamiser les PME. Et ça, c'était en fait la mission de départ qui, 25 ans après, a évolué, mais reste au niveau de sa mission initiale la même. Ce programme a permis de financer plus de 40 PME, créer 3000 emplois. Donc, c'était un projet de promotion économique avant d'être un outil financier, en fait. Ça évolue au fur et à mesure des années. C'est vrai qu'au début, en 97, c'était vraiment pour stimuler le tissu économique local au niveau suisse. Mais ça a fortement évolué au bout d'une dizaine d'années où finalement les caisses de pension ont vraiment passé dans un mode en disant, au départ, c'était soutenir le tissu économique et la cerise sur le gâteau, c'était de la performance financière. Et au bout d'une dizaine d'années, ceci a évolué. C'est devenu plutôt l'inverse. C'est d'abord une rentabilité financière qui doit être assurée et ensuite, la cerise sur le gâteau, c'était un soutien à l'économie locale. Donc on est vraiment dans une logique d'abord de fournir du rendement à nos clients qui sont des caisses de pension et ensuite il s'avère que les effets bénéfiques de ce type d'investissement soutiennent le tissu économique local. Vous avez une promesse qui est activer le meilleur de la Suisse. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est alors, vraiment cette philosophie? C'est vrai que c'est un statement ou c'est une phrase relativement importante. Donc le meilleur de la Suisse, déjà, il ne faut pas oublier que 50% du PIB suisse, c'est des PME. 2 tiers des emplois, c'est des PME. Donc le meilleur de la Suisse, c'est déjà une grosse partie du meilleur de la Suisse au niveau professionnel. Ensuite, c'est vraiment stimuler le meilleur de la Suisse, c'est-à-dire trouver des PME qui ont un problème de succession, d'où les capitaux des caisses de pension, mais pour lesquels il est important de trouver un avenir, une pérennité de la société. Donc le meilleur de la Suisse, pour nous, c'est vraiment, d'une part, des PME qui existent depuis une certaine période, qui ont une valeur sur le marché très bien définie avec une valeur ajoutée importante, et puis troisièmement, qui ont une résilience démontrée. Donc c'est vraiment faire survivre en fait une partie de ces winners au niveau du tissu économique au niveau suisse de ces PME. Alors ces PME justement, comment est-ce qu'on les identifie, comment est-ce qu'on les trouve, et après comment est-ce qu'on les juge pour se dire ok, celle-là on va y aller? C'est quoi? C'est l'ADN, les gens, le bilan? Alors les trouver déjà, ça c'est toujours, malheureusement les toutes bonnes, elles ne viennent pas vous trouver, donc elles ne vont pas vous appeler, donc c'est vous qui devez les dénicher.
Donc il y a différents, il n'y a pas une formule magique pour trouver chacune des PME qui sont vraiment hyper performantes. Les meilleures en général sont les plus dures à trouver. Donc il y a différents canaux. Ça peut être des démarches très locales avec les chambres de commerce, ça peut être avec des cabinets d'audit qui peuvent être locales, qui peuvent nous dire tiens, on a un de nos clients qui a un problème de problématique. Des banques aussi qui nous disent on a un client qui a un problème de succession, est-ce que ça vous intéresse? Donc principalement vraiment avec des intermédiaires, mais ça peut être tout, ça peut être des autres entrepreneurs qui nous amènent des opportunités. Donc l'idée, c'est vraiment avoir un système de rabattement en fait, de ces bonnes PME et puis d'être constamment sur le marché. Donc ça, c'est la manière d'aller les identifier. Ces problèmes de succession, on les voit, alors on en entend de plus en plus parler hein, de ces problèmes de succession, de ce transfert de richesse et donc aussi de capital et d'actionnariat qui est en train de s'effectuer. Ce n'est pas quelque chose auquel on pensait en 1997. Non, en 1997, il y avait plus une mission capital développement, capital risque. Ceci a évolué au bout d'une dizaine d'années, justement quand il y a eu ce switch en disant on vient vraiment un produit financier qui amène du rendement pour les PME, pour les caisses de pension. Ce modèle financier a évolué vers des PME établies. Donc le capital risque n'a plus été le focus de la fondation et les PME établies est devenu le focus de la fondation. À titre indicatif, aujourd'hui, dans l'entièreté du portefeuille qui comprend environ une quinzaine de sociétés, l'âge moyen des PME est de 70 ans. Donc on est vraiment dans des PME établies de long terme, de plusieurs générations. On a même 3 PME plus de centenaires et la PME la plus vieille a été créée en 1853. Donc on est vraiment dans une logique, pas de capital risque ou de capital développement, vraiment dans des PME qui ont un business model et une existence relativement longue. 1853, donc là on est presque sur cette génération. Il n'y a pas un côté un peu triste de perdre justement cet héritage familial et puis de devenir une entité un peu sans visage? Sans visage, non, parce on arrive à les recolorer avec du capital suisse. Donc ça, c'est quand même très important. Hein. Des caisses de pension, elles sont connues. C'est des caisses de pension, ça peut être des caisses de pension étatiques, canton de Genève, canton de Vaud, canton de Schaffhouse. Ça peut être d'autres caisses de pension qui peuvent être des caisses de pension de Holcim. Donc il y a quand même, d'abord, on sait qui sont les investisseurs. Donc ce n'est pas des investisseurs anonymes outre-Atlantique dont on n'a vraiment jamais entendu le nom. Donc on colore, c'est vrai, mais avec une connotation institutionnelle, mais avec un ancrage local. Donc ça, c'est important. Et puis, la deuxième chose, c'est que les problèmes de succession aujourd'hui deviennent de plus en plus importants. Si je compare à il y a une vingtaine d'années, vous étiez né comme enfant d'un entrepreneur ou une entrepreneuse. Si vous ne repreniez pas la société familiale, vous étiez plus ou moins déshérité, ou en tout cas, vous étiez persona non grata dans la société. Ça a beaucoup évolué pour 2 raisons. Un, les nouvelles générations veulent parfois avoir... ont d'autres projets, même entrepreneuriales, mais pas dans la boîte de papa ou maman. Et puis deuxième chose, il y a le sacrifice humain entre, vraiment on parle beaucoup toujours d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Beaucoup de nouvelles générations ne veulent pas ont même pas la même capacité de sacrifice peut-être que les générations de leurs parents. Donc il y a vraiment une évolution. Aujourd'hui, grosso modo, 50% des PME qui arrivent à un stade de succession ont besoin de capitaux extérieurs. 1 sur 2. 1 sur 2, oui. Et ce pourcentage est plutôt en augmentation parce que de plus en plus, il y a une fluidité aussi au niveau de la possession de ces sociétés en disant bon papa, maman ont mené cette boîte jusqu'au succès, on est prêt à passer aux enfants, si ça se passe, tant mieux. Si ça ne se passe pas, on ne leur impose pas cette décision, ils ont une liberté d'entreprendre autre chose et puis on vend la société, mais à ce moment-là, il faut trouver le bon repreneur pour reprendre la société. Bon, ça c'est des choses, j'imagine, qui sont pensées, qui sont planifiées longtemps à l'avance, parce que s'il y a un repreneur ou une repreneuse, elle aurait été dans la boîte depuis des années et elle se serait formée à cette succession. Pas toujours en fait. Ce qui arrive souvent, c'est que il y a soit le cas où, alors le cas traditionnel, hein, on fait grandir les enfants dans la société, on les fait travailler en été dans la société, on les met dans le bain tout le temps, et là il y a souvent un phénomène de rejet, un moment où ils ont envie d'essayer quelque chose d'autre, et ça se passe relativement mal. Ce qui se passe plus souvent, ou en tout cas mieux, c'est quand il y a une liberté d'entreprendre qui est laissée aux enfants et qui, au bout d'un certain moment, naturellement, reviennent vers le giron familial en disant « Tiens, en fait,
j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai vu d'autres sociétés, d'autres industries et se découvre tout d'un coup un vrai intérêt pour la société familiale et ça se fait de manière beaucoup plus naturelle. Donc il revient au bercail en fait. Oui, exactement. Et donc ça se fait de manière… Parce qu'une PME, vous ne pouvez pas le faire à moitié, hein. Soit vous êtes à 100% engagé et vous êtes dans l'opérationnel, soit vous êtes à l'extérieur, mais vous n'êtes plus actionnaire. Il faut que vraiment qu'il y ait entre la partie opérationnelle et la partie actionnaire, il doit y avoir en fait une superposition relativement importante. C'est pas un job qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit en fait, qu'on incarne. Il faut le vivre de l'intérieur. Si on n'arrive pas à s'incarner, à s'intégrer dans la société en disant c'est vraiment ma mission de vie, je la reprends de mes parents ou de mes grands-parents, ou etc. En général, ça aboutit pas toujours à un échec, mais il n'y a pas le même dynamisme qui peut être recréé. Alors nos PME suisses, vous êtes bien placés pour savoir, j'imagine. 2025, c'était un petit peu le chenil. On a eu le droit à des cirques géopolitiques, des tarifs en hausse, en baisse, de l'incertitude. Comment elles vont nos PME suisses face à toute cette incertitude, justement, cette folie ambiante à laquelle on a eu le droit cette année? Alors je crois c'est très juste ce que vous dites en fait, il faut séparer entre deux choses. Un, c'est l'incertitude et la volatilité. Ça, c'est mauvais pour toutes les PME. Quand vous devez planifier, quand vous devez faire des budgets, et vous avez une telle incertitude, une telle volatilité dans les marchés, ça rend la marge des affaires extrêmement difficile. Par contre, au niveau de l'impact, on parlait des taxes américaines par exemple, ça a été extrêmement différencié selon les industries, hein. Il y a certaines industries qui sont dans des industries où le changement de prix est extrêmement sensible, dans des marchés extrêmement sensibles. La machine-outil est un très bon exemple, hein. Vous vous retrouvez tout d'un coup sur le marché américain avec des prix qui ont augmenté à 30% comparé à vos concurrents japonais. On peut donner l'exemple de Tornos par rapport à Citizen, hein, qui sont deux grands fabricants de décolleteuses. Vous vous retrouvez tout d'un coup avec 30% de plus sur vos prix. Vous êtes hors marché. C'est extrêmement difficile. Dans le marché de l'automobile, c'est la même chose également. Vous vous retrouvez dans les marchés où chaque franc compte. Donc, en tant que fournisseur dans l'industrie automobile, vous devez augmenter vos prix de 30, vous êtes hors marché. Ils n'avaient pas la possibilité de renier un petit peu sur leur marge? Justement, c'est ce que je veux dire. Dans des industries où les marges sont déjà très serrées, l'industrie automobile, chaque centime compte. Par contre, dans d'autres domaines où, les produits sont uniques, on a le cas d'une société qui s'appelle Condis, qui fait des condensateurs pour des lignes à très très haute tension. C'est les seuls à pouvoir le faire au niveau mondial. Donc quand ils exportent aux États-Unis, soit ces grands réseaux électriques qui sont en train de se construire, ce qu'on appelle ces grids, hein, ces énormes réseaux électriques, si vous n'avez pas ces composantes, vous ne pouvez pas les construire. Donc dans ces cas-là, vous continuez à imposer vos prix, les prix doivent être acceptés, parce que si les prix ne sont pas acceptés, vous avez d'autres marchés, dont l'Asie en particulier, qui sont très demandeurs. Donc dans des PME qui ont des produits à très forte valeur ajoutée, ces taxes américaines ont eu un effet beaucoup moindre. Et est-ce que cette année compliquée avec le franc fort aussi a été le déclencheur de quelque chose? Est-ce qu'on voit les PME changer un petit peu de mentalité en se disant « Ok, on va peut-être investir plus d'attention, d'énergie, de ressources dans l'innovation, dans la diversification géographique ». Est-ce que ça a été un peu une leçon stratégique pour les PME suisses? Alors au niveau de diversification géographique, oui, hein, on réalise que finalement, surtout des sociétés qui étaient fortement orientées États-Unis, ont un vrai besoin de se diversifier plus sur l'Asie. Nous, dans notre portefeuille, par exemple, on nous a demandé de faire une étude sur l'exposition du portefeuille. On a réalisé qu'on était une exposition environ de 12% direct ou indirect au niveau de nos revenus dans le marché américain, mais l'exposition asiatique était beaucoup plus importante. Ceci dit, pour une société qui a une très forte exposition sur le marché américain, vous ne changez pas ça du jour au lendemain. Il y a ces initiatives qui sont prises au niveau politique. On dit on a un Fair Trade Agreement avec l'Inde, etc. C'est très bien à moyen et à long terme. Mais une société pour s'ouvrir le marché indien, même si on a une politique de tarification extrêmement avantageuse pour la Suisse, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est une transition, oui, avec une prise de conscience en disant qu'il y a d'autres marchés qui sont tout aussi importants, mais vous ne pouvez pas changer votre fusil d'épaule en 12 mois. C'est des demandes d'investissement dans un nouveau réseau de distribution, et ça se fait sur 3 à 5 ans. Donc il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas un shift qui peut se faire en l'espace de 6 mois pour se dire, voilà, on compense les États-Unis directement avec d'autres marchés. Est-ce que la façon d'appréhender ces nouveautés, ces changements,
font aussi partie de vos critères de sélection quand vous regardez les PME dans lesquelles vous voudriez investir? Alors nous, il y a vraiment, il y a 3 critères qu'on regarde vraiment. Il y a le critère financier, évidemment, il faut que la société soit bien profitable, ça c'est évident. Deuxième chose, il y a cette critère, alors pour revenir à ce que vous posez comme question, résilience. Donc une société qui a 70 ans d'existence, même plus récemment, même sur les dernières 15 ou 20 ans, vous avez passé la crise du Francfort, 2015, le Covid, la crise. Donc quand on recherche des sociétés qui ont un certain historique et puis qui ont démontré leur résilience à travers des crises. Et pour nous, la résilience, c'est on peut perdre du chiffre d'affaires, mais c'est garder un niveau de profitabilité relativement intéressant dans des périodes extrêmement difficiles. Alors, le chômage technique en Suisse, qui marche extrêmement bien pour des sociétés de production, est un outil extrêmement utile. Mais ce qu'on regarde beaucoup, le deuxième critère, c'est justement, pour revenir à votre question, c'est la résilience. Et puis le troisième, qui est la partie la plus importante et qui est la partie soft de notre décision, c'est la personnalité du vendeur, hein, de l'entrepreneur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous rachetez une entreprise, il y a une asymétrie de l'information qui est énorme. Vous pouvez faire autant de due diligence que vous voulez. Vous avez un entrepreneur en face de vous. Ça fait 50, 60 ans qu'il mène sa société. Il a 50, 60 ans d'expérience. Vous, en face, vous débarquez dans son business, même avec tous les experts. Vous avez une asymétrie de l'information qui est importante. Ceci dit, ça veut dire que quand vous prenez une décision, il y a un besoin de confiance avec l'entrepreneur qui doit être là. S'il n'est pas là, il ne faut pas faire d'investissement. Et une fois que vous avez décidé donc d'investir, vous n'êtes pas là pour venir et réinventer la roue et tout remettre à plat. Vous êtes là pour reprendre le flambeau, en fait. Alors oui, nous on dit toujours, quand on reprend une société, on est très pragmatique, hein. On leur dit, faites aussi bien que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On n'est pas dans des cas de restructuration, on prend des sociétés qui ont des bonnes profitabilités démontrées, hein. Ce qui fait que vous êtes peut-être aussi mieux accueillis. Oui, on débarque pas avec des consultants en disant on fera beaucoup mieux que vous, alors que lui, il y a certaines choses qu'on doit affiner. Typiquement sur le domaine financier, on institutionnalise un petit peu au niveau du reporting, etc. Parce qu'on a des caisses de pension qui sont investisseurs, donc on doit avoir un niveau reporting qui est un petit peu plus élevé par rapport à ce que l'entrepreneur est habitué. Une deuxième chose qu'on essaie de donner, c'est aussi une vision à la société. Les sociétés familiales en général, elles gèrent au jour le jour pour 2 raisons, parce qu'elles sont habituées à faire ça, et puis 2, elles connaissent tellement bien leur business que, en fait, inconsciemment, elles savent où elles vont. Mais quand vous reprenez en tant que nouvel acquéreur, vous avez besoin vraiment de donner une vision à la société, qui souvent n'est pas réalisée, mais donner une perspective pour que les employés savent, le matin je me lève et la perspective dans 5 à 10 ans, la société devrait être dans cette direction. Pour une PME, en général familiale, qui n'a souvent pas de conseil d'administration ou un conseil d'administration extrêmement limité, c'est un peu une nouvelle perspective qu'on leur donne. Et vous avez des fois le cas de figure où donc, vous reprenez la main sur les affaires courantes et l'entrepreneur qui a vendu sa société, qui était là depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans, a de la peine à lâcher le bébé? Alors ça arrive déjà dans la due diligence. J'ai un cas très concret. On était au milieu d'une discussion pour acheter une société où 3 fondateurs étaient dans la société. Une personne était relativement difficile dans la négociation. On négociait. À un moment, on a dit time out. On fait une pause et c'est à ce moment-là que j'ai dit à l'entrepreneur en face, on va dîner ensemble. On se prend le temps pendant une soirée de discuter. À la fin de ça, on décide de faire ou pas faire. Mais parce qu'on va travailler ensemble, ça ne sert à rien de se forcer à travailler ensemble si ça ne marche pas. Il s'est avéré que ce dîner s'est bien passé. Après, on a fait l'investissement et c'est une des personnes qui a été le plus grand catalyste au niveau de la transition familiale qui a eu lieu dans la société. Donc, il y a une partie qui se fait avant. On essaie d'anticiper ce genre de problème. Parfois, vous n'y arrivez pas toujours, hein. Parfois, vous vous retrouvez avec des cas où justement la relation semblait facile. Et la personne, quand elle voit de nouvelles personnes rentrer dans son entreprise, rentrer dans sa maison, se crispe un petit peu, surtout au niveau des conseils d'administration. Il doit écouter, c'était le seul maître à bord, c'est lui qui décidait. Il est peut-être contredit, il est remis en question. Donc là, moi j'ai toujours 50% de notre travail, c'est de la psychologie, hein. Il faut vraiment arrondir les angles, mais on ne peut pas non plus se plier au désirata de l'entrepreneur parce que certaines choses doivent changer, doivent évoluer. Donc c'est une chimie qui doit se créer au niveau de l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire. Est-ce qu'il arrive que les propriétaires vendeurs gardent des parts de la société? Alors nous, on le fait quand
quand on rachète une société, on est toujours majoritaire, mais on a 2 critères très importants. Un, le management qui va reprendre avec nous doit investir entre 5 et 10%. À des conditions très favorables, ils investissent à 50% des discounts de nous. Donc, si eux n'investissent pas à ces conditions-là, on se pose vraiment la question de faire l'investissement parce qu'ils en connaissent 10 fois plus que nous. Ça, c'est la première chose. Et on essaye, dans la mesure du possible, mais on y arrive presque chaque fois, que l'entreprise, la famille vendeuse reste à hauteur de 20 à 30% pendant une période de 3 à 5 ans. Pourquoi pas 5%? Si vous n'avez plus que 5% de la société, vous êtes parti. Vous êtes loin, vous êtes déconnecté. 20 ou 30%, il y a un intérêt financier encore dans la société qui est important. Vous êtes encore un actionnaire important, minoritaire mais quand même important. Et puis on les prend très souvent au niveau du conseil d'administration. Et au bout de cette période de 3 à 5 ans, il y a un système, ce qu'on appelle de put call, ça veut dire qu'ils peuvent revendre ces actions, on leur rachète leurs actions à un prix prédéterminé. Donc en fait, ça va s'opérer en plusieurs phases jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment prendre leur Oui. vraie retraite et partir. Mais ça, c'est très important pour les… quand vous annoncez que vous vendez votre société, si vous êtes propriétaire, vous dites « tiens, j'ai vendu un fonds américain ». Ça désécurise les employés, ça désécurise les employés. Si vous dites « je revends, je reste à hauteur de… » On n'a pas besoin de dire qu'il reste actionnaire, c'est ça qui est important, il reste actionnaire, il reste au conseil d'administration, ça sécurise tout le monde. Et puis ça ramène de la valeur ajoutée à notre investissement parce que le risque de transition est bien moindre. Christian, j'ai une question un petit peu plus compliquée maintenant. On a des sociétés hyper innovantes, hyper résilientes, on a un problème de succession. Vous avez un modèle, vous avez présenté des résultats qui étaient franchement très solides. Si ça marche aussi bien, pourquoi est-ce que ce n'est pas une solution qui est généralisée aujourd'hui auprès des caisses de pension? Pour des caisses de pension, on en a 50 aujourd'hui comme investisseurs. Donc 50, nous, nos caisses de pension, c'est des caisses de pension entre 1 milliard et 15 milliards. Ça, c'est la taille de la caisse de pension. Il y en a environ 300-400, donc on a une part de marché d'environ 20%. On a commencé ce fonds Evergreen, ça veut dire ce fonds qui est assez innovant parce qu'il n'est pas limité dans le temps. Ça veut dire qu'on détient les participations comme une famille, ad aeternam, sans devoir les vendre, les acheter et les revendre, comme c'est le cas dans le private equity de manière classique. On a commencé en 2019, on avait 0, on en a 50 aujourd'hui. Donc les caisses de pension viennent de plus en plus, 50 en l'espace de 5 ans, c'est déjà pas mal. On ne va jamais avoir une totalité du marché, mais on peut arriver à probablement à 80-90 caisses de pension, qui est un petit peu l'objectif à terme. Et vous créez des émules, il y a d'autres fonds qui essaient de reproduire ce modèle? Alors il y en a d'autres qui essayent. C'est pas facile de… Déjà, le métier qu'on fait, trouver des PME, c'est difficile. Nous, on fait ça depuis 20-25 ans, donc on a un espèce de deal flow, d'opportunités qui arrivent naturellement. Ce qui est dur dans ce métier, c'est de commencer à zéro parce que, il faut trouver des caisses de pension. Vous n'avez pas de track record, donc c'est difficile à convaincre les caisses de pension d'investir dans votre fonds si vous n'avez pas démontré une certaine performance par le passé. Et puis, vous devez avoir un espèce de deal flow établi. Les premières questions qu'une caisse de pension va vous poser, c'est combien d'investissements vous avez fait. Si vous en avez déjà fait une vingtaine, une trentaine, ils regardent ce que vous avez fait comme résultat, etc. C'est plus facile de vous dire, tiens, j'ai une feuille blanche, j'ai jamais fait d'investissement, mais je pense que je vais faire tout aussi bien que d'autres personnes. Donc, l'historique et l'historique des performances nous aident aujourd'hui énormément. Et c'est vrai que les barrières à l'entrée sont relativement importantes au niveau du business. Les autres barrières à l'entrée, c'est tous les problèmes régulatoires. Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle doublement réglementé. On a une fondation de placement, ce qui est réglementé par la commission de haute surveillance, qui est responsable pour les caisses de pension, et en autre côté, le gestionnaire, qui sommes nous, par la FINMA. Donc, il faut mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir… Les barrières de l'entrée sont relativement importantes. Et est-ce que, donc vous disiez fonds Evergreen, est-ce que vous avez quand même, à un moment donné, besoin ou envie, pour des raisons de performance, de revendre une société? Il y a deux types de fonds. Il y a les fonds, justement, fonds classiques où vous êtes obligé de revendre au bout. Donc, il y a une limite de temps à propos de temps que vous pouvez détenir les sociétés. La question était vraiment, justement, si on doit revendre parfois des sociétés. Donc, il y a des cas, un marché qui se consolide. Donc, dans ce cas-là, on essaie soit d'être nous le consolidateur, ça veut dire qu'on va acheter des sociétés pour grandir, mais il se peut que, pour des raisons X, Y, Z, on va devoir se faire consolider. À ce moment-là, la PME, au niveau de sa taille, n'a plus lieu d'être, n'a plus sa maison naturelle chez Renaissance parce qu'elle est trop petite, elle va se faire bouffer par les autres. Et à ce moment-là, on sera obligé de la vendre
pour qu'elle soit consolidée, pour qu'elle puisse sécuriser son avenir à long terme. Une autre chose, une société qui sous-performe, pas sur 2 ans, mais sur une très longue période, évidemment qu'on va se poser la question, est-ce qu'on garde une société sous-performante dans le portefeuille ou pas, qui péjore le reste des restes des performances du portefeuille. Ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Mais ce qui est très important, c'est que le rythme est donné par la société et pas par des objectifs de devoir fermer ou rouvrir un fonds. Demain, c'est quoi la roadmap de Renaissance? C'est plus de caisses de pension, plus de PME? Alors c'est intéressant, on a demandé la question un petit peu en réflexion avec certains de nos investisseurs. Donc ce qui reste, il y a 2 fondamentaux qui veulent absolument qu'on garde. C'est focalisation sur les PME suisses non cotées comme on le fait, PME établies, parce que c'est leur allocation dans ce domaine, donc ils ne veulent pas qu'on se diversifie, qu'on aille en Allemagne, en Italie, etc. Ils veulent vraiment garder, il y a de quoi faire. Deuxième chose, c'est ce modèle evergreen, c'est vraiment dire, eux, ils sont là pour le long terme, ils veulent des dividendes régulières, ils ne veulent pas toucher des énormes dividendes et après devoir réinvestir l'argent dans un autre gestionnaire, etc. Ils veulent, ça, c'est ces 2 fondamentaux. Après, sur la base qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt de la croissance, je dirais, linéaire. Ça veut dire, on parlait de caisse de pension avant, on est à 400 millions aujourd'hui, c'est de viser les 1 milliard qui vont se faire dans les 5 à 7 ans à venir. Et puis on a 15 participations aujourd'hui, c'est d'arriver pas à 100 participations parce qu'on reste majoritaire, mais typiquement à une trentaine de participations, 35, pour avoir un volume en fait et une diversification encore plus importante. Ça lisse un petit peu les risques. Exactement. Ça lisse les risques. Et puis deuxième chose, on l'a vu très fortement dans ces périodes un peu agitées, d'avoir un portefeuille fortement diversifié entre des sociétés dans le medtech, des sociétés dans le textile, des sociétés dans les infrastructures eau. Vous ne savez jamais très bien laquelle va surperformer dans les périodes actuelles. Donc d'avoir un portefeuille extrêmement diversifié vous permet toujours d'avoir 1 ou 2 perdants, mais aussi 1 ou 2 gagnants. Le dénominateur commun étant PME familiale suisse. Et du coup, le sous-jacent de ce dénominateur commun, c'est quoi? Alors, comment on définit cette valeur qui n'est pas si tangible que ça finalement? Alors, c'est ce que je disais au début. Tout ce qui est tangible, c'est les résultats financiers. Ça, on les voit, ça c'est tangible. Le côté non tangible, c'est la motivation du management qui reprend. Ça, on doit vraiment le sentir. Mais au niveau de la Suisse, en fait, si on parle des PME familiales suisses, Oui. c'est quoi la formule magique en commun qu'elles ont toutes? Alors, est-ce qu'il y a une formule magique en toutes? Je ne sais pas. Mais elles ont quand même cette capacité de trouver des marchés niches, que ce soit local ou à l'international, avec des produits à forte valeur ajoutée et vraiment se faire des positions de niche dans ces marchés. Et je pense que ça, c'est vraiment, en tout cas dans les PME qui ne sont pas des MeToo, qui sont vraiment des PME qui se différencient et qui résistent sur une période de 20, 30, 50, 100 ans, c'est vraiment cette capacité de se trouver des marchés de niche très différenciés avec une valeur ajoutée et puis de rester dans cette capacité d'innover pour maintenir sa position de leader. Christian Waldvogel, merci beaucoup. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer juste là en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube officielle Basis Point.